Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau du 20h. Ici c'est John Arnaud et Evelyne Bercy est donc partie en vacances jusqu'en fin août. C'est pour cela que je vous retrouve jusqu'en fin août. Je pourrai notamment assurer du lundi au jeudi l'édition de 20h et bien sûr le vendredi sur News TV le Grand News pendant plus d'une heure et demie. Et on va bien sûr commencer cette édition à la fois tendre et burlesque. Le film Les Bêtises rappelle l'univers de Jacques Tati et de Pierre Richard. Nous recevrons bien sûr les réalisatrices Rose et Alice Philippon. Au sommaire également While We Were Young avec Bill Stiller et Naomi Watts en pleine crise de la quarantaine. Enfin la réédition du classique Les Oiseaux du Hitchcock à l'affiche vous révélera les dessous de ce chef-d'œuvre du maître de suspense avec Thomas Boré. C'est bien sûr tout de suite que vous retrouvez bien évidemment à l'affiche qui vous est bien sûr animée par, je vais y arriver, bien sûr par Louise Dupont. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Avec aujourd'hui un film entre gag et émotion à la fois tendre et burlesque, Les Bêtises rappellent l'univers de Jacques Tati et Pierre Richard, nous recevons les réalisatrices Rose et Alice Philippon. Et puis comédie toujours avec While We Were Young avec Ben Stiller et Naomi Watts en pleine crise de la quarantaine. Enfin, la ressortie des Oiseaux de Hitchcock, on parlera des dessous de ce chef-d'œuvre du maître du suspense avec Thomas Borès, bien sûr. Salut Thomas. Salut Louise. Et bonjour donc à Rose et Alice Philippon. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. On parle donc de votre film Les Bêtises, mais d'abord Thomas va un peu nous présenter votre parcours. Absolument. Alors vous êtes sœur, ce qui est rare, on va le dire. Alors Rose, c'est vous. Vous êtes plutôt la littéraire de la fratrie, puisque vous venez de la FEMIS. Vous avez fait des études à la prestigieuse école parisienne de cinéma, la FEMIS section scénario. Et Alice Philippon, c'est vous. Vous avez fait plutôt l'école Louis Lumière, plus scientifique, dans la section photographie. Vous avez d'ailleurs travaillé avec Dominique Isserman, c'est bien ça. Voilà. Et vous avez écrit un roman pour la jeunesse, La fugue d'Alexandre Rimbaud. Alors je disais, sœur de cinéma, c'est un peu exceptionnel, parce qu'on connaît les frères Lumière, les frères Dardenne, les frères Cohen. Les sœurs en cinéma, c'est rare. À ma connaissance, il n'y a que Delphine et Muriel Coulin, qui avaient fait 17 filles il y a quelques années. Et donc vous, aujourd'hui, un cas donc presque exceptionnel. Mais alors justement, est-ce que ça a toujours été une évidence de co-réaliser ensemble ? Oui. En fait, je pense que notre désir de faire du cinéma, il est né ensemble, à l'adolescence. Et c'est vrai qu'on n'imaginait pas faire du cinéma seul. Donc, quoi qu'il arrive, donc si on n'avait pas eu cette chance de faire le film, en fait, je pense qu'on aurait eu des carrières différentes, en fait. Donc, c'est un désir commun d'écrire, de réaliser ensemble. Et donc ce film, c'est donc Les Bêtises, votre premier long métrage ensemble. On va voir un extrait tout de suite. Je vais raconter en deux mots ce que c'est. On suit donc François qui est joué par Jérémy Elkaïm. Alors il a 30 ans, il ne connaît pas sa mère biologique. Et donc il va s'incruster dans une réception que donne justement cette femme, qui lui ne sait pas qui il est. Il va se faire passer pour un serveur. Vont commencer les gaffes et donc les bêtises. Regardez. Vous venez pour la fête ? La fête ? Oui. Servir les invités. Pardon. Allez-y. Je vais apporter une coupe de champagne à Madame Burdini. Vous savez où elle est ? Moi, c'est Sony. Ah, pardon, je suis désolée, il faut que j'attende entre chaque hockey pour pouvoir parler. J'ai été adoptée et Élise Burdini est ma mère. Va lui parler, François. Si tu lui expliques ce que tu ressens, elle t'écoutera. C'est pas mon fort, moi, de parler. T'as plus le temps, ok ? Mais à un moment donné, je me suis dit que t'avais certainement le pouvoir bizarre de m'en débarrasser. Moi ? Oui. Voilà, Sarah Giraudot qui fait quand même super bien le hockey. On entend ces petites notes de musique qui reviennent toujours dans le film. Le titre aussi fait directement référence à la chanson du même nom de Sabine Paturel. Mais il y a une anecdote un peu autour du choix de ce titre de film.
Oui, bah en fait au tout début, je savais, enfin c'est moi qui ai commencé à écrire le scénario du film, je savais qu'il fallait qu'à un moment François chante et pour s'exprimer face à sa mère, mais j'avais pas trouvé la chanson que j'avais mis I Will Survive, qui était quand même le gros très tube, marqué, hein. voilà, en anglais, plutôt cher je pense aussi pour la production à acheter, et très marqué Coupe du Monde 98, donc finalement on en a discuté avec notre producteur. Et à une soirée à la cantonade, j'ai lancé un peu l'idée de trouvez-moi une chanson française. Et j'ai quelqu'un qui est arrivé qui m'a dit bah, vu l'histoire de ton film, c'est les bêtises, quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Jolie anecdote. Ce qui nous a plu dans votre film, c'est que souvent dans la comédie en France repose sur les dialogues, sur le gag, voilà, sur le verbe. Vous, ça repose sur le verbe aussi, sur le gag, mais le gag aussi dans la mise en scène et surtout sur les corps. Il y a quelque chose qui fait penser à Tati, on le disait en début d'émission, même à Pierre Richard dans le côté gaffe. C'est audacieux comme parti pris. Bah, on se rendait pas vraiment compte que c'était audacieux parce que c'est vraiment un cinéma qu'on aime en fait. Avec Alice, on a grandi avec Tati, même avec les Marx Brothers, enfin avec Keaton, Chaplin, et on trouvait, enfin c'est quand même un genre qu'on adore et ça nous paraissait être une bonne façon de raconter cette histoire que de la raconter de façon burlesque. Donc pour nous c'était évident, on se rendait pas compte à quel point ça pouvait être compliqué en fait. Et ces références, vous les aviez en tête justement? Est-ce que quand vous avez préparé le film, vous avez revu des films de Pierre Richard, de Tati, même de Demi, la couleur, on n'a pas parlé de Demi, mais oui. Le côté musical aussi? Oui, c'est vrai que ça fait partie de nos cinéastes fétiches, des films qu'on a beaucoup regardés, notamment pour mettre en scène aussi des gags, par exemple. Et en fait, il y a toute une technique, et même Peter Sellers, Black Edwards, met en scène The Party. Nous, on a regardé même des gags au ralenti pour voir un peu comment c'était découpé, comment c'était filmé, pour avoir un peu, comment c'était triché par moment. Effectivement, parfois les gags sont montés à l'envers. Ils sont tournés dans un sens, ils montent à l'envers. Dans The Party, il y a une femme qui se prend un poulet sur la tête, et en fait, on se rend compte que le poulet est tiré avec un câble, quoi. Elle se le proçoit pas comme ça. C'est presque artisanal. Voilà, exactement, c'est très artisanal le burlesque. Ça nous a amusé d'observer ça avant d'essayer nous-mêmes d'en faire, quoi. Alors on parle des gags, mais il y a quand même l'histoire qui, elle, pour le coup, est assez tragique, en tout cas un peu sombre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet-là ? En fait, c'est arrivé un membre de notre famille qui a été adopté, qui a cherché ses origines, et en fait, il a rencontré sa mère juste le temps d'un après-midi, et après, il est reparti. Et comme c'était très resserré dans le temps, très étonnant, un peu absurde, on s'est dit comment raconter ça, et c'est vrai que l'idée d'un film qui se passe quasiment en une soirée, en temps réel, où on verrait la réaction de tous les personnages, même de la famille, on trouvait ça intéressant, quoi. Ça collait assez à l'histoire de départ, quoi. Et Jérémy El-Kaïm, on le voit beaucoup sur les écrans, de plus en plus. Ça a tout de suite été là aussi une évidence de prendre lui pour le personnage principal. Oui, on l'avait vu dans Main dans la main de Valérie Donzelli et on l'avait trouvé extraordinaire. En fait, on cherchait une silhouette. On cherchait quelqu'un qui puisse vraiment incarner une silhouette burlesque, parce que c'est souvent comme ça que quand on voit Tati, Chaplin, ils ont un costume, ils sont très reconnaissables, et puis effectivement ils bougent avec leur corps. Et Main dans la main, c'est vrai qu'il est dans une sorte de mimétisme avec Valérie Le Mercier, et ça marchait très bien, et on s'est dit c'est génial. Alors après, on ne savait pas si effectivement ça, c'est quelqu'un qui parle beaucoup à l'écran, qui a son phrasé, qui est très particulier, et donc comme il allait jouer avec le corps, on s'est toujours posé la question si ça allait bien coller, puis en fait ça a très très bien marché. Et ce qui marche, c'est que vous lui donnez un pendant féminin qui est joué par Sarah Giraudot, on l'a dit tout à l'heure. Son fameux hockey. Voilà, qui elle aussi est maladroite, elles vont d'ailleurs se reconnaître. Comment s'est bâti le casting autour de Jérémy El-Kaïm? Donc Sarah Giraudot, on l'a dit, mais aussi Anne Alvaro, qui joue la mère biologique, Jacques Weber, ou encore Jonathan Lambert, qui est burlesque en soi, lui aussi. Comment c'est composé ce casting autour de Jérémy El-Kaïm? En fait, on avait quand même envie qu'ils se ressemblent... on avait un peu envie de jouer sur les silhouettes, quoi, sur le fait qu'Alexandre Steiger ressemble un peu à Jonathan, que Jacques Weber soit très grand, anormalement grand, et qu'il y avait une sorte de différence physique, mais qui du coup fait plus écho à la fin du film, on peut plutôt voir la fin du film. Et on a beaucoup travaillé les silhouettes des acteurs. Et après, Sarah, on avait passé des castings, et elle était exceptionnelle, elle faisait très bien le hockey, il y avait une forme d'évidence à ce que ce soit elle aussi. Oui, vous avez d'autres projets? Est-ce que ce film a confirmé votre envie de continuer à travailler tout le temps ensemble, ou c'est quoi la suite? Je pense que si on fait du cinéma, on le fait ensemble. Et puis on aimerait beaucoup faire un deuxième film, on aimerait beaucoup.
Bon, on suivra donc ce parcours des sœurs. Alors on va continuer à parler de comédie, vous allez voir, mais cette fois-ci américaine, avec While We Were Young de Noah Baumbach, dans lequel Ben Stiller et Naomi Watts, Thomas, tentent de s'accrocher à leur jeunesse, c'est ça? Absolument, leur jeunesse un petit peu perdue, et ils vont rencontrer un couple qui leur ressemble, mais qui sont quasiment 20 ans plus jeunes. Alors c'est Ben Stiller, Naomi Watts, le couple de Quadra, et Adam Driver et Amanda Seyfried, j'allais dire leurs opposants, c'est presque ça. Alors si vous faisiez référence plutôt à Tati, là Noah Baumbach, qu'on avait vu notamment, qui avait fait Frances A, qui avait beaucoup marché, ou Greenberg, déjà avec Ben Stiller. Alors lui se réclame vraiment de Woody Allen, ça se passe à Manhattan, ça joue vraiment sur le dialogue, sur un milieu plutôt intello, puisque là on suit des réalisateurs de documentaires. Alors c'est très drôle, c'est très Woody Allen, c'est très new-yorkais, c'est très bobo, regardez. Hang out with a couple of 25-year-olds. We were just 25. I mean, we weren't, but, you know, it'll be fun. We met this interesting couple. What's the rumfish, rednecks? I like how engaged they are and everything. It's like their apartment is full of everything we once threw out, but it looks so good the way they have it. Being around them energizes you. It's infectious. I've learned along the way you can discover more by allowing yourself to be surprised by what you encounter. What kind of class is this again? Hip-hop. True gangsters don't speak. Going up for the police. Everybody knows I'm dope and I'm riding the beat. You have arthritis in your knee. Arthritis? Arthritis? Yes, I usually just say it once. Jamie! Jamie! Et voilà pour While We Were Young. On va terminer avec le célèbre Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, qui ressort en copie restaurée, pour beaucoup le dernier chef-d'œuvre du maître, sorti en 1963. Un classique classique, avec pourtant une question restée en suspens tout ce temps. Pourquoi est-ce que ces fameux volatiles en veulent tant à ce héros? C'est vraiment une question qu'a taraudé beaucoup de cinéphiles et même des scientifiques. C'est-à-dire que Hitchcock, quand il a fait ce film, il a adapté une nouvelle, mais surtout au moment où il avait commencé à le tourner, il y avait eu une vraie anecdote qui s'est passée à Santa Cruz en Californie, où d'un coup, alors elles n'ont pas attaqué les humains comme dans le film, mais les oiseaux perdaient un peu leur orientation et étaient venus s'écraser sur une petite ville. Le film raconte l'histoire d'une femme jouée par Tippi Hedren, et qui va arriver pour séduire un avocat à Bodega Bay, dans un petit village. Elle va se faire donc attaquer violemment par des mouettes et des corbeaux. Alors, les cinéphiles se posent la question, mais pourquoi? Parce que justement Hitchcock ne voulait absolument pas, c'est la qualité du film, qu'il y ait une explication. C'est un film, en fait, moi je l'ai revu récemment, purement mental, et c'est ça qui est intéressant. C'est une femme, je l'ai dit, qui veut séduire un avocat, et comme si les oiseaux venaient presque réfréner ses pulsions sexuelles, vraiment son désir. Et donc on est vraiment dans une projection mentale. Plus sérieusement, j'allais dire, les scientifiques se sont posés sur la question, pourquoi ces fameux oiseaux dont je parlais tout à l'heure se sont écrasés sur cette petite ville? Et bien peut-être parce qu'ils avaient mangé une algue, et oui, une algue qui était empoisonnée et qui les aurait donc désorientés et rendus totalement fous. Voilà. Il y a une La réponse, question est encore en suspens, mais on a quand même des éléments de réponse. Bon, Rose et Alice, entre le While We Were Young et les oiseaux, votre cœur balance? Pour la théorie des algues, moi je revois les algues. Bon, on ira, Je vais découvrir. on ira revoir le chef-d'œuvre donc de Hitchcock. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues sur le plateau de À l'affiche. Je rappelle donc que vos bêtises sont sur les écrans. Merci évidemment à Thomas. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et le site france24.com. On se quitte donc avec Les Oiseaux de Sir Alfred Hitchcock. À très vite. Express Orient est consacré cette semaine aux volontaires français partis combattre l'organisation de l'État islamique en Syrie. Aux côtés d'autres étrangers, notamment canadiens, américains ou allemands, ils ont rejoint les groupes armés kurdes pour affronter les djihadistes. Un reportage signé Marion Laroche. Ils s'appellent William, Damien, ils sont français, canadiens, allemands, américains. Une poignée de volontaires étrangers venus se battre aux côtés des Kurdes de Syrie.
Leur ennemi commun, le groupe État islamique, embusqué dans cette ville, Tal Abyad, à portée de vue. William, son nom de code, est un Français de 45 ans qui travaillait dans la communication. Sans expérience militaire, dit-il, à part son service. En Syrie depuis 4 mois, il nous montre sa mitrailleuse. Ça soit là, ça se règle. Il y avait un instrument de visée, il en reste un petit peu. C'est russe, donc ça tient le coup, quoi. Il faudrait des instruments de visée nocturne, et puis peut-être du matériel plus récent, c'est sûr. Et puis des munitions. Parfois on tire avec des munitions qui sont de 1974, quand c'est pas plus vieux, donc... Les Occidentaux ne livrent pas d'armes aux Kurdes de Syrie. Ils sont proches des séparatistes du PKK, une organisation classée terroriste par la Turquie et l'Union européenne. Mais pour William, pas question de rester spectateur dans cette guerre contre le groupe État islamique. Il n'y a pas eu vraiment de déclic, c'est plutôt une montée en puissance. C'est l'histoire des 1200, je ne sais pas comment ils étaient à l'époque, ils étaient plus 1000 Français qui étaient partis chez Daesh. C'est le fait que ça fait 30 ans que les extrémistes islamistes nous emmerdent, ils viennent foutre des bombes chez nous, ils sont insupportables, et que ça a pris des proportions qui sont inacceptables. Et puis c'est le fait que ces types, ils se pavanent sur Internet et dans les médias en affirmant ouvertement que les gens comme nous n'ont pas le droit de vivre et qu'on doit nous exterminer, et qui feront tout pour faire péter des bombes chez nous, venir nous tuer et changer notre mode de vie. Un discours convaincu. Les combattants étrangers ne viennent pas ici pour l'argent, nourris, logés. Ils nous disent ne pas toucher de salaire. L'heure de l'offensive approche. Face à un ennemi lourdement armé, les Kurdes se remontent le moral comme ils peuvent. Dans le ciel, tournent des drones d'observation et des F-16 qui bombardent les djihadistes. Une coalition des États-Unis et de pays arabes, la France, n'en fait pas partie. Sur cette colline, des snipers, hommes et femmes. À un peu plus d'1 kilomètre, flotte le drapeau noir du groupe État islamique. À quelques kilomètres du front, cette base militaire. Les combattants étrangers ne sont pas particulièrement surveillés de retour dans leur pays, même les très jeunes. Damien, 20 ans, arrive de Normandie. En France, il a essayé d'intégrer l'armée, la Légion étrangère, sans succès. Alors, il a pris la route. Au début, j'en ai parlé à mon frère. Au début, c'était t'es fou, t'es malade, t'es un fanatique. Et après, j'en ai parlé un peu avec ma mère. Donc après, j'ai vu qu'il prenait vraiment mal le truc. Et après, je leur ai dit le dernier jour, le matin où je suis parti. Et donc, ils ont dû en discuter entre eux. Ils ont accepté le truc finalement. Pour Damien, partir se battre contre Daesh à 20 ans, c'est un choix idéologique, mais surtout la réalisation d'un rêve, l'aventure. C'est toujours la routine en France, une vie de robot, j'aime pas. C'est pas fait pour moi. Vous avez besoin d'adrénaline? Ouais, j'aime bien tout ce qui est action, adrénaline, tout ça et tout, donc ouais. Juste le fait d'être au fond, on kiffe quoi. William, lui, entre dans la ville libérée par les Kurdes. Une atmosphère de fête. Mais tous savent que les djihadistes n'abandonnent pas si facilement leur proie. Ouais, pour le moment, c'est un coup dur pour eux. On verra dans les prochaines semaines. Vous pensez qu'ils pourraient revenir? Je pense qu'ils reviendront forcément, ouais. On verra dans combien de temps, je sais pas, mais je pense qu'ils reviendront. Bien intégré chez les combattants kurdes, William, pour eux, est un exemple. C'est bien que des Français viennent ici combattre Daesh. Si un jour la France est menacée, si elle a besoin de nous, j'irai me battre chez vous. Première patrouille dans la ville pour William et son unité. Ses habitants, des Arabes pour la plupart, étaient sous la férule des djihadistes depuis 2 ans. Ici, sans doute, des habitants ont apporté leur soutien au groupe État islamique. Sur de nombreuses maisons, nous voyons les emblèmes de Daesh. Pour William et tous ceux qui combattent en Syrie, l'accalmie est toujours de courte durée. Voilà, et puis sachez que Stéphane Le Foll a levé le voile sur le plan d'urgence visant à soutenir les éleveurs en difficulté. Il y aura une décision de restructuration sur l'ensemble de ces dettes des éleveurs en situation de difficulté.
a affirmé le ministre de l'Agriculture, qui a notamment et toutefois précisé qu'on assisterait également à une augmentation du fonds d'allègement des charges à 50 millions d'euros. En tout, l'État va débloquer 600 millions d'euros pour l'ensemble de ce plan d'urgence et François Hollande rencontrera jeudi matin à Dijon des responsables d'organisations agricoles. L'éclairage de la rédaction, c'est tout de suite avec France 24 en partenariat. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, à l'issue du Conseil des ministres ce matin, a annoncé un plan d'aide de 600 millions d'euros en faveur des éleveurs. Il ne faut pas se tromper sur le montant des 600 millions d'euros. Il ne s'agit pas à proprement parler d'aide pure et dure. Il y a 200 millions d'euros d'aide pure et dure et le reste consiste en report de cotisation ou en report de prêt. Mais de toute façon, il faudra les payer à un moment ou à un autre. C'est un problème d'une certaine façon, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont dans une situation d'endettement extrêmement grave pour certains. Certains sont en train de payer les derniers remboursements précisément de plans qui dataient de Sarkozy. Donc aujourd'hui, si on leur redonne la possibilité de reporter des aides, ça n'est que reculer pour mieux sauter en quelque sorte. Quant à savoir si ça satisfait les éleveurs, c'est une autre affaire. À vrai dire, on peut dire que non, ils ne sont pas du tout satisfaits. Les éleveurs attendent un très grand plan de désendettement de l'agriculture, beaucoup plus important que celui qui consiste à reporter des cotisations que de toute façon ils devront payer un jour. Ils attendent aussi que la France n'exige pas d'eux plus de respect, enfin des normes plus sévères en matière d'environnement que les autres pays européens. En France, on est le pays, toujours, en Europe c'est le seul pays à faire ça, on est toujours plus exigeant en matière de normes environnementales, on demande toujours plus que l'Europe ne le demande, et ça les agriculteurs, ils n'en peuvent plus, parce que ce respect des normes va avec des investissements extrêmement importants et des dépenses énormes. Et c'est une des raisons, sinon la raison essentielle, de la situation catastrophique de l'élevage porcin. Pour ce qui est des blocages routiers, c'est un petit peu compliqué, parce que la FNSEA a le sentiment qu'elle ne doit pas se mettre l'opinion publique à dos. Lever les barrages, sans doute le demanderont-ils, mais il y a déjà un programme de barrage dans d'autres régions que celles où on en a vu, qui est prévu, et il n'est pas sûr que la FNSEA puisse vraiment contrôler les cellules départementales et l'organisation de ces barrages qui est prévue. Au-delà de la levée des barrages, ce que les agriculteurs vont continuer à faire, c'est de surveiller les pratiques des entreprises en matière de prix. Les pratiques des entreprises, enfin des industriels, et également les pratiques de la distribution. Donc évidemment, si ce ne sont pas des barrages routiers, ce sera en revanche des blocages d'entreprises et des blocages de supermarchés. Et ça, ils y sont vraiment résolus, ils vont vraiment le faire. Et ça nous promet des semaines et des semaines d'agitation encore, en particulier dans le secteur du porc, après la période estivale où on consomme des barbecues, des grillades, etc. Et en septembre, traditionnellement, la consommation tombe. Donc les prix vont retomber et il y aura à nouveau des problèmes plus aigus dans le secteur porcin qui va déjà très très mal. Donc de toute façon, les entreprises et la distribution peuvent s'attendre à avoir vraiment les agriculteurs sur le dos, si je puis dire. La Cour d'appel de Paris a confirmé au début de juillet, l'interdiction de sortie du territoire imposée à Patrick Balkany dans l'affaire où il est mis en examen, notamment pour corruption et blanchiment de fraude fiscale. Les députés, les Républicains, où il est notamment licencié, les Hauts-de-Seine et maire de Levallois-Perret avaient fait appel de cette mesure coercitive imposée par le juge instructeur dans le cadre de son contrôle judiciaire, mais la Cour d'appel de Paris a confirmé et rejeté sa requête dans un arrêté du 2 juillet. Une décision sera connue dès demain, on vous en reparlera. Depuis le début du mois de juin, et c'est bien sûr le retour des beaux jours et de la chaleur, les baignades sont interdites et pourtant elles se multiplient chaque année et elles augmentent le nombre donc de noyades chaque année. L'enquête noyade lancée par l'Institut national des veilles sanitaires du 1er juin au 30 septembre se penche sur le phénomène.
Par exemple, en 2012, sur 1238 noyades qui ont nécessité une hospitalisation, 497 se sont soldées par un décès fatal. Les premières victimes sont des personnes de plus de 45 ans, 43%, et les enfants de moins de 6 ans, 14%. Cette année, avec les périodes caniculaires de l'été, le nombre d'accidents s'est alors envolé. Alors que le Sénat vient de supprimer en commission le projet de paquet neutre sur les cigarettes, plusieurs centaines de milliers de buralistes en France manifestaient ce mercredi devant le palais du Luxembourg contre ce projet prévu dans la future loi santé. Une victoire, la réponse n'est pas tellement favorable. Si la commission des affaires sociales de la Chambre haute a adopté à la place un amendement proposant de suivre la directive européenne qui prévoit d'accroître la taille des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes. Le texte, quant à lui, devrait être à nouveau présenté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale qui l'avait déjà adopté en avril dernier. En cas de désaccord entre les députés et sénateurs, ce sont les premiers qui auront le dernier mot. Et on termine avec ces jeunes du sud de la France qui fument plus de cannabis que ceux du nord. C'est en tout cas la question qui se pose ce soir, c'est notre enquête que nous allons détailler. C'est en tout cas ce que laisse penser une récente étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies menée depuis 15 ans sur des Français de 17 ans, des adolescents de 17 ans au cours de leur journée défense de la citoyenneté. L'enquête Escapade rend compte des pratiques des jeunes en termes de consommation de produits psychoactifs en métropole et dans les DOM. En 2014, par exemple, l'étude menée auprès de 23 201 adolescents a révélé que près de 10% d'entre eux ont une consommation de cannabis régulière, soit 10 fois par mois au moins. Or, les jeunes du Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et région PACA présentent une consommation supérieure de 3 à 4 points de pourcentage. Dans un instant, vous retrouvez bien sûr la suite de vos programmes sur News TV. Quant à ma part, je vous retrouverai demain dès 20h jusqu'à 20h30 pendant une demi-heure pour revivre l'actualité. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et merci de votre attention. À demain 20h.